Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler sauvegarde de NAS et spécifiquement sauvegarde de Synology. On va voir ensemble plusieurs méthodes pour sauvegarder votre Synology et on va surtout voir les méthodes que moi j'utilise. Et puis après, on pourra discuter de vos méthodes puisque je dis pas que la mienne est la meilleure. Donc on pourra discuter de tout ça dans les commentaires si vous avez une méthode plus efficace ou si vous pensez avoir une méthode meilleure. Donc, on va tout de suite regarder les méthodes de sauvegarde que propose Synology. Donc depuis DSM 6.0, ils ont accentué un petit peu la sauvegarde des données. Il y a beaucoup plus d'applications qu'avant pour sauvegarder les données. Et on peut vite s'embrouiller puisque du coup il y en a plusieurs qui peuvent avoir le même rôle. Donc on peut sauvegarder son ordinateur. Là c'est pas le sujet de la vidéo, ça va être la sauvegarde du NAS. Donc on va pas parler de la sauvegarde du bureau. Ici, il nous présente CloudStation. Alors, CloudStation, ça va vous permettre de synchroniser des fichiers entre votre serveur NAS et un PC ou un serveur distant. Donc, c'est la solution que j'ai adoptée pour faire une sauvegarde à distance, donc une sauvegarde sur le cloud. J'utilise CloudStation et on va voir un petit peu après vers quoi je sauvegarde et comment je sauvegarde. Donc, CloudStation, ça a l'avantage d'être une sauvegarde en temps réel, c'est-à-dire que vous verrez qu'il y a d'autres outils de sauvegarde qui permettent de faire de la sauvegarde planifiée en disant tous les jours à 1h du matin, je lance ma sauvegarde. Là, non, c'est dès que vous allez copier un nouveau fichier dans le répertoire qui est sauvegardé, il va se synchroniser avec le cloud ou avec l'endroit où vous avez votre sauvegarde. Vous allez pouvoir filtrer certains fichiers. Si vous voulez ne sauvegarder que les fichiers vidéo ou que les fichiers images, ce sera possible. Et il y aura un retour dans le temps possible grâce à l'historique des fichiers. Jusqu'à 32 copies, on le voit ici. Alors, Time Machine, on n'en parle pas. Snapshot réplication, c'est hyper utile, mais surtout en entreprise. Et puis, il faut créer un volume BRFS. Donc, en général, c'est plutôt en entreprise qu'on utilise ça. Moi, je l'ai fait puisque j'utilisais avant mes machines virtuelles sur un ISCSI LUN. Aujourd'hui, c'est plus le cas, du coup, je n'utilise pas Snapshot Replication. Donc, j'en parlerai pas dans cette vidéo puisque je pourrais pas vous montrer comment ça fonctionne. Hop, on va descendre un petit peu. Voilà. Et ici, on a Synology Hyper Backup. Alors, si je pouvais, je pense que j'utiliserais que Synology Hyper Backup. Cependant, je sauvegarde chez Blackbase et chez Backblaze, pardon, et ils prennent pas en charge Hyper Backup. Du coup, je suis obligé d'utiliser CloudStation. Par contre, j'utilise Hyper Backup pour faire la sauvegarde en local sur un disque dur externe, en fin de compte. Pour la sauvegarde de mes photos, j'utilise donc Hyper Backup. Pourquoi? Puisque c'est hyper rapide, pour pas faire de jeu de mots. Vous allez avoir donc du versionning, vous allez pouvoir revenir dans le temps avec un nombre de versions assez impressionnant en fonction de comment vous le sauvegardez. Et ça va optimiser en fin de compte votre sauvegarde, c'est-à-dire que par exemple moi c'est tous les soirs que ça sauvegarde, ça va seulement faire de la sauvegarde bloc, ça va sauvegarder seulement les blocs qui ont été modifiés. Du coup vous vous retrouvez avec, vous pouvez revenir, par exemple moi c'est quelque chose comme 60 versions, donc je peux revenir à plusieurs semaines en arrière tout en optimisant l'espace disque de mon disque dur externe. Donc, je vous laisserai regarder, je vous mettrai le lien du site de Synology où on a un peu plus de détails là-dessus. Mais de toute façon, on va le voir ensemble quand je vais configurer et quand je vais vous présenter l'outil depuis mon serveur NAS. Donc là, il parle justement des sauvegardes dans le cloud et on peut comparer les sauvegardes, donc que ce soit Hyper Backup ou CloudStation. Après, vous voyez que justement sur
Cloud Sync, vous allez avoir beaucoup plus de stockage cloud pris en compte. Donc c'est pour ça que d'ailleurs ils n'ont pas mis si voilà, Backblaze que moi j'utilise, on le retrouve ici. Donc on va se retrouver sur mon NAS. Alors la sauvegarde avec Hyper Backup et Cloud Station ne sauvegarde pas vos paramètres NAS. Il y a un des trucs à sauvegarder. Donc une fois que vous avez configuré votre NAS aux petits oignons, l'adresse IP, les utilisateurs, etc., il est nécessaire de faire une sauvegarde de tous ces paramètres. Pour ça, vous allez aller dans panneau de configuration, dans mise à jour et restauration, et ici dans sauvegarde de configuration. Ici, c'est hyper important de faire une sauvegarde une fois que vous avez fait des modifications. Après, on ne fait pas des modifications tous les jours, donc ce ne sera pas nécessaire de le refaire tous les jours. Mais ayez bien en tête que dès lors où vous faites une modification, ça peut être nécessaire de sauvegarder votre fichier de configuration. Donc pour ça, vous allez là-dedans, vous cliquez sur sauvegarder la configuration. Donc vous voyez que ça va sauvegarder les groupes, les dossiers partagés, les utilisateurs, etc., etc. Vous faites oui. Et là, ça va vous télécharger un fichier en local. Vous le voyez ici en bas à gauche. C'est ce fichier que vous pourrez réimporter soit si vous changez de serveur NAS, soit si vous avez malheureusement un crash de votre NAS et que vous voulez récupérer donc toute la configuration. J'ai jamais eu à le faire, heureusement, et j'espère ne pas le faire. Si besoin, c'est justement dans le même menu et ici vous avez restaurer la configuration. Vous venez ici lui donner le fichier .dss et il viendra donc restaurer vos données, donc les utilisateurs et tout le reste. Donc ça, c'est juste pour la partie configuration. C'était juste une petite aparté. Pour la sauvegarde de vos fichiers, donc moi en l'occurrence, j'ai pas mal de fichiers. Alors ça, je vais le flouter parce que c'est les backups de la plupart de mes clients. Mais j'ai pas mal de fichiers, mais ce qui m'importe le plus, c'est mes photos. Et du coup, j'ai deux solutions pour sauvegarder ça. J'utilise Hyper Backup, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui va me permettre de sauvegarder sur un disque dur externe. Donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. On peut le créer ici, la tâche de backup, donc tâche de sauvegarde. Et ici, on va pouvoir sélectionner donc soit un serveur distant, soit un Synology distant, soit encore des fournisseurs cloud comme Azure, Amazon, etc. Il n'y a pas celui que j'utilise, Backblaze. Peut-être que ça viendra après, je ne sais pas. Mais pourquoi j'utilise Backblaze? Tout simplement parce que c'est le moins cher du marché. Et pour avoir testé déjà quelques fois quelques restaurations, ça marche plutôt bien. Donc pour le moment, j'en suis plutôt content. Si vous connaissez moins cher, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc dans mon cas, j'utilise donc un stockage local. Donc on sélectionne local, on fait suivant. Et ici, on va créer la tâche de sauvegarde. Donc l'idée, c'est de lui dire, on va sauvegarder sur le disque dur externe, donc USB Share 1. Ça aurait pu être le 2, le 3, en fonction du nombre de disques durs externes que vous avez mis au cul de votre appareil ou en façade. Ici, le nom du répertoire où on va sauvegarder les données. Donc on fait suivant. Et ici, on va pouvoir sélectionner un ou plusieurs volumes. Si vous avez mis un disque dur externe assez conséquent, vous pouvez tout mettre, c'est pas un problème. Vous faites ensuite suivant. Là, vous pouvez sauvegarder quelques applications. Malheureusement, on ne peut pas sauvegarder le fichier de configuration, donc c'est dommage, mais vous allez pouvoir quand même sélectionner certaines applications où vous avez des configurations spécifiques. Donc vous cliquez sur suivant. Ici, vous allez donner un nom à la tâche. Donc là, moi, c'est juste un test, donc test de backup. Donc vous pouvez activer les notifications, ça vous permet d'avoir un email lorsque la tâche a été correctement effectuée ou lorsque la tâche a échoué. Vous pouvez supprimer la destination de l'appareil externe lorsque la tâche de sauvegarde a été terminée avec succès. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et vous pouvez donc compresser les données, activer le chiffrement si nécessaire. Alors par exemple, dans le cas où vous faites voler votre serveur NAS et votre lecteur externe, ça vous permettra d'avoir vos données chiffrées
au niveau du disque dur externe. Et là, on va sélectionner donc le calendrier de sauvegarde. Donc moi, il me semble que pour mon backup de photos, c'est tous les jours à 3 heures ou en tout cas dans la nuit. On clique sur suivant et là, on a tout l'intérêt d'Hyper Backup, la rotation de sauvegarde. C'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de revenir sur un nombre de sauvegardes, un nombre de versions, pardon, assez impressionnant. En général, moi je laisse 36 versions et je le mets en Smart Recycle. Qu'est-ce que le Smart Recycle? C'est en fait une version intelligente du versionning qui vous permettra, plutôt que, vous voyez, avec si je mets 36 versions avec le version traditionnelle à partir de la version la plus ancienne, il va me faire une version tous les jours. Et donc, avec 36 versions, je pourrais revenir qu'à 5 semaines maximum. Alors qu'avec le Smart Recycle, il va me permettre de revenir jusqu'à 11 semaines, puisqu'il va espacer finalement les versions. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on clique sur Appliquer. Ça va nous créer, là je fais annuler pour pas créer un job qui m'intéresse pas. On va revenir là-dessus. Et ensuite, donc, ça vous crée un job. Donc là, c'est mon job backup photo. Et vous allez pouvoir avoir un état de ce backup. Lorsqu'il est réalisé avec succès, ça passe en vert. Lorsque c'est échoué, en rouge. Et vous allez pouvoir naviguer ensuite dans ces sauvegardes. Et donc, comme je le disais, revenir jusqu'à il y a plusieurs semaines. Si par exemple, je veux revenir fin juillet, je vois que j'ai un backup qui a été effectué le 23 juillet et je pourrais par exemple récupérer une photo qui a été malencontreusement effacée entre le 23 juillet et le 30 juillet par exemple. Donc c'est vraiment puissant. Ici, on a les statistiques de sauvegarde, donc qui nous permettent de savoir justement l'espace disque utilisé, si il augmente ou non. Hop. On a pas mal d'autres options. Après, je ne connais pas tout parfaitement. Et vous pouvez de temps en temps vérifier l'intégrité de la sauvegarde, ce qui permet de vérifier que lorsque vous aurez besoin de restaurer, ça fonctionnera bien puisque votre sauvegarde n'est pas corrompue. Dans liste des versions, vous allez avoir toutes les versions, donc là les 36, puisque moi je suis sur 36 versions, et si elles ont échoué ou réussi. Donc on voit que là, moi je peux revenir au maximum jusqu'au 16 juillet. Donc ça c'est pour Hyper Backup. Donc pour moi c'est hyper utile. De plus, c'est la solution que j'utilise quand je sauvegarde les NAS que j'ai installés chez mes clients. C'est des clients qui utilisent ça juste pour du serveur de fichiers. Du coup, c'est pas des données, enfin c'est pas une volumétrie hyper conséquente. Du coup, ça me permet, moi qui ai une petite bande passante, de tout de même leur sauvegarder les données. Du coup, comment ça se passe? Ensuite, on a Hyper Backup Vault qui permet d'afficher les backups de vos clients. Et du coup, vous avez un état de tous les backups de vos clients et ça vous permet de voir si ça a été correctement backupé et surtout l'espace disque que ça prend sur votre NAS. Donc je reviens vite fait sur Hyper Backup pour revenir sur le point de la sauvegarde de mes clients. Dans ces cas-là, on fait depuis le NAS de votre client ou de vos parents ou peu importe, de vos amis. Vous pouvez créer une tâche de sauvegarde des données et ici vous allez sélectionner Synology NAS distant. Et là, à ce moment-là, vous mettez l'adresse IP ou je ne sais plus comment ça s'appelle, le DNS quoi, Cloud Station, Synology, qui vous permettra du coup d'avoir une translation entre l'adresse IP et le nom du serveur. Donc vous mettez ici le DNS. Alors ça m'intrigue, mais je ne sais plus comment ils appellent ça. Quick Connect, voilà. Donc c'est le Quick Connect. Vous mettez le nom du Quick Connect, si vous voulez chiffrer ou pas les données, le nom d'utilisateur d'un compte créé sur le NAS distant et le dossier que vous souhaitez sauvegarder. Et à ce moment-là, vous allez avoir une sauvegarde à distance. Donc c'est plutôt pas mal. Mais moi, pour mon NAS, je ne l'utilise pas. J'utilise par contre pour sauvegarder le NAS de mes clients à distance. Ensuite, donc là, on a vu
que dans Hyper Backup, je sauvegardais mon NAS, les données de mon NAS, en tout cas mes photos, en local. Mais pour la sauvegarde dans le cloud, puisque si je me fais cambrioler, si j'ai un incendie, si mon NAS disparaît avec le disque dur externe, je n'ai plus rien. Du coup, dans ce cas-là, j'ai mis en place une sauvegarde dans le cloud avec Backblaze et j'ai mis ça en place avec CloudSync. Donc, on va ouvrir CloudSync et vous allez voir que donc le transfert des données est encore en cours. Ça fait quelques semaines qu'il est en cours. On peut le voir d'ailleurs en bas à droite dans le moniteur de ressources que mon upload est constamment à 120 kilobits. 120 kilobytes parce que j'ai une petite bande passante et que j'ai plus de 700 gigas de données à sauvegarder. Donc c'est un petit peu long. Là, il reste 19 000 fichiers à sauvegarder. Donc il va falloir que je sois encore un petit peu patiente. C'est les limites de la sauvegarde cloud quand vous avez une petite bande passante. Donc comment ça fonctionne? Donc dans le même esprit qu'Hyper Backup, ici en bas à gauche, vous allez pouvoir créer un nouveau job de backup. Et ici, vous allez sélectionner le cloud, le fournisseur chez qui vous souhaitez déposer vos backups. Donc il y en a toute une flopée. Encore une fois, j'ai choisi Backblaze et je vais vous montrer pourquoi. C'est toujours pas du sponsoring. Je dis ça parce que il m'arrive de recevoir des commentaires de rageux comme quoi je fais des vidéos sponsorisées, etc. C'est pas le cas, ça peut arriver, mais en général, je le dis. Donc, on va regarder ensemble Backblaze. Voilà, donc on arrive sur le site de Backblaze qui propose à la base une sauvegarde de PC, il me semble, à la toute base. Et aujourd'hui, ils se sont étendus et maintenant, vous avez donc le B2 Cloud Storage qui va vous permettre donc de sauvegarder sur le cloud vos données pour un prix défiant toute concurrence. Vous allez le voir d'ailleurs un petit peu plus loin dans cette vidéo puisque Backblaze propose de comparer le prix du gigabyte avec ses concurrents et il n'y a pas photo. Donc on le voit, B2 Cloud Storage, donc le stockage dans le cloud le moins cher de la planète, donc il est annoncé comme ça. Donc vous avez 10 GB gratuits, ça vous permet de tester la solution. C'est ce que j'ai fait et j'ai fini ensuite par payer pour pouvoir sauvegarder le reste de mes datas. Donc il vous explique un petit peu comment ça marche, mais moi je vais vous le montrer de façon un peu plus interactive. Et si on descend, effectivement, on a donc le prix le moins cher pour du stockage. Si on clique sur voir la page de comparaison des prix, ici, il compare entre plusieurs providers, donc c'est les plus gros du marché, et on se rend compte que Backblaze est largement en dessous, puisqu'on est à 0,005 centimes du gigabyte par mois. Donc, qu'est-ce que concrètement ça signifie? Ça signifie que, on va sortir la calculette, moi j'ai 700 gigas de données à sauvegarder. Donc je multiplie ça dans le cas où on a déjà les 700 gigas sur leur serveur. Pour le moment, moi c'est pas le cas, donc vous verrez quand je vous montrerai la partie facturation. Pour le moment, je ne paye pas ce que je vais vous montrer là, puisque je n'ai pas encore mis toutes les datas. J'attends que ma bande passante envoie un petit peu du pâté. Donc on multiplie par 0,00, 2 fois 0,5, pardon. Ça fait 3,50 € par mois. Donc c'est vraiment peanuts pour de la sauvegarde dans le cloud. Si vous trouvez moins cher, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. On peut en discuter. Moi, j'ai pas trouvé moins cher et c'est pour ça que avant j'étais chez CrashPlan et finalement je me retrouve à payer beaucoup moins cher avec Backblaze. Donc c'est pour ça que j'ai changé mon fusil d'épaule. Donc on est à 3,50 €. On va faire le même calcul. Donc 700 gigas fois 0,028.
pour chez Amazon par exemple. Chez Amazon, ça donnerait presque 20 € par mois pour le même nombre de data. Donc finalement, vous voyez que la différence est surprenante. Donc si on divise par 3,50, ça veut dire que Amazon est un peu plus de 5 fois plus cher que Backblaze. Donc il n'y a pas photo en termes de prix. Pour l'upload, il n'y a pas de limitation, vous pouvez uploader autant que vous voulez. Après, de toute façon, c'est le coût du stockage qui va augmenter. Et pour le téléchargement, comme tous les autres, on est à peu près à la même chose. On est à 0,05 centimes du gigabyte. Donc c'est-à-dire que le jour où j'ai besoin, il y a un désastre et j'ai besoin de récupérer mes données, et ben je paierai pour 700 gigas multiplié par 0,5, je paierai 35 € pour récupérer ces données. Alors attention, parce que étant donné ma bande passante, j'aurai toujours le même problème, c'est-à-dire que je vais mettre plusieurs semaines pour récupérer toutes mes données. Donc dans ce cas-là, c'est pas forcément intéressant. L'idéal, c'est soit d'aller chez un ami qui est fibré au gigabyte ou quelque chose comme ça, soit, et c'est tout l'intérêt de Backblaze, c'est que ils vont vous permettre de récupérer vos données soit sur une clé USB si ça dépasse pas 128 Go, je crois. Et si vous êtes jusqu'à 4 Tera, ils pourront vous envoyer un disque dur externe pour récupérer vos données. Alors bien entendu, ça a un coût. On le verra tout à l'heure parce que je me souviens plus exactement du coût. Mais forcément, il y a le coût du transport et du disque dur externe à vous envoyer. Donc, on va retourner sur le serveur Synology. Donc, on a dit qu'on voulait faire une sauvegarde Backblaze. On clique sur suivant. Ici, il nous demande un ID du compte, une clé d'application et un nom de bucket. Donc, le bucket, c'est le panier, c'est là où vous allez mettre vos données. Vous allez pouvoir, en fin de compte, chez Backblaze, créer plusieurs buckets. Je pense que c'est ce que je ferais peut-être pour sauvegarder certaines données de mes clients en plus de chez moi sur le cloud. À ce moment-là, je pourrais créer un panier par client et ça me permettra de gérer leurs données peut-être un peu plus facilement. Donc on retourne sur le site de Backblaze, on va s'authentifier. Voilà. Et vous allez voir que l'interface est assez simple. Je crois pas que ce soit en français. Ah bah si, je savais pas. Donc c'est traduit par créer un seau, le bucket. Et effectivement, il y a le petit logo de seau. Donc moi je dis panier, c'est sensiblement la même chose. On s'en fout. Donc vous allez tout d'abord avoir besoin de créer votre bucket. Ici, je vais en créer un. On va l'appeler test tech2tech. Donc vous pouvez faire en sorte que le bucket soit privé ou public si vous voulez partager vos données ou non. Donc moi en l'occurrence ce n'est pas le cas puisque en plus c'est des photos privées donc je le laisse en privé. Je crée un bucket. Ah, il veut pas d'alpha ou peut-être qu'il veut pas d'espace. Donc on va passer comme ça, toujours pas. Voilà. Donc test tech2tech. On a créé notre nouveau bucket et là on va avoir donc besoin de l'ID du compte et de la clé qui est ici. Alors attention, là forcément je vais devoir recréer une clé pour vous montrer comment ça se passe et du coup il va perdre la synchronisation avec mon compte principal. Mais c'est pas grave puisqu'après on peut lui remettre la clé dans les paramètres. Donc ici on a l'ID du compte, je vais le récupérer et on va aller hop, recréer une tâche avec Backblaze plutôt. Hop, ensuite on génère la clé, l'API en fin de compte, et on va la mettre ici. Ici on va voir apparaître maintenant mes buckets. Donc en l'occurrence j'en ai 3, un snapshot que j'avais fait, je vais vous expliquer par la suite ce que c'est, et mes 2 buckets. Donc là je vais sélectionner le bucket en question, tech2tech. Je fais suivant et on n'a plus qu'à lui dire donc comment on appelle la tâche ou la connexion. Donc là on l'appelle toujours test tech2tech.
Donc qu'est-ce qu'on veut sauvegarder? Donc on va mettre par exemple mon dossier Mickaël. Donc là par exemple on ne peut pas sélectionner plusieurs dossiers, plusieurs partages, c'est la contrainte. Donc il faudra faire enfin à moins que j'ai pas trouvé comment faire, mais il faudra faire sinon une connexion par partage. Donc ça peut être un peu lourd si vous avez beaucoup de partages. Ce n'est pas le cas avec Hyper Backup, puisqu'on peut sous Hyper Backup sélectionner tous les partages. Donc est-ce qu'on veut faire une synchronisation bidirectionnelle ou non? Moi c'est le cas, je veux qu'elle soit bidirectionnelle. Et ensuite, est-ce qu'on chiffre ou pas les données? Moi, bien entendu, quand c'est surtout sur le cloud, je chiffre mes données. À ce moment-là, je mets un mot de passe et ça va me permettre de récupérer la clé pour le déchiffrement des données si nécessaire. Donc on fait appliquer. Là on voit que la clé a été téléchargée ici, key.zip. C'est dans le cas où je vais avoir besoin de déchiffrer les données. Donc je fais OK. Et là, le bucket va se mettre à jour, il va se synchroniser et il va commencer à envoyer tous les fichiers. Donc après, il n'y a plus qu'à attendre. Si vous avez une bonne connexion, ça va être rapide. Si vous avez une moins bonne connexion, ce sera plus lent. J'ai fait des tests de connexion avec ma seedbox. J'arrive à envoyer très facilement jusqu'à 100 mégabits, 100 mégabytes seconde. Donc, si vous avez une très bonne connexion internet, ça devrait aller pour envoyer des données. Moi, malheureusement, je suis à la campagne, donc ça n'envoie pas rapidement les données. Vous voyez, je suis à un peu plus de 100 kilobytes par seconde. Donc, si je retourne sur l'interface de Backblaze, comment ça se passe? Vous allez pouvoir ensuite parcourir les fichiers qui ont été sauvegardés. Donc directement ici, vous allez retrouver vos buckets. Et on reprend par exemple l'exemple de mes photos. On voit que j'ai sauvegardé 246 gigas de données. Donc je reviens en arrière ici, là. On voit 242 gigas de données, pardon. Donc normalement, en cliquant sur un dossier, vous allez pouvoir visualiser son contenu. Donc moi, par exemple, ici, pour des photos, on peut aller dans le dossier. On va pouvoir télécharger les photos en question, soit en sélectionnant plusieurs photos, soit directement en sélectionnant tout le contenu du dossier, sachant que Backblaze est gratuit jusqu'à 1 giga de téléchargement, il me semble. On va regarder ça ici. Hop, on avait les tarifs tout à l'heure. On l'a pas ici. On va regarder ça. C'est dans Caps et Alerte. Et ici, on voit que pour le téléchargement, on a 1 giga de gratuit. Donc, imaginons qu'on ait besoin de récupérer, je sais pas moi, tout le dossier hop, juin de 2006. On va cliquer sur télécharger. Donc là, il nous dit que effectivement, il fait plus de 100 mégas. Donc je vais vous montrer après comment ça marche. Mais si on prend un fichier qui fait moins de, je crois que c'est 50, j'ai dit 100, mais je crois que c'est 50 si je refais le test. C'est plus de 5 fichiers ou 100 mégas. Donc on va prendre un dossier, hop, et on va prendre 2-3 photos dedans. Ici par exemple. Et si on clique sur télécharger, il va directement nous les télécharger dans le navigateur via une archive. Donc c'est les photos de ma soirée post-bac, donc je ne vais pas vous montrer. On risque de tomber sur des trucs un petit peu choquants. Dans le cas où vous voulez récupérer plusieurs dossiers ou la totalité de votre sauvegarde, vous sélectionnez tout et vous faites snapshot. Vous ne pourrez pas récupérer l'intégralité juste en cliquant sur download. Vous voyez, il vous propose de faire un snapshot. Donc on va le faire par exemple pour ce dossier. Vous pouvez créer un snapshot. Donc on fait make a snapshot. Et à ce moment-là, vous verrez ici dans les snapshots votre sauvegarde
ici que vous allez pouvoir télécharger. Donc là, elle est en préparation. Ça, c'est déjà un test que j'avais fait tout à l'heure. Et une fois qu'elle sera ready, ici, vous aurez juste à cliquer sur Download Snapshot et vous voyez, ça télécharge votre sauvegarde. Dans le cas où on en parlait tout à l'heure, où vous avez une bande passante de merde comme la mienne, vous pouvez donc, comme je l'ai dit, récupérer soit sur clé USB jusqu'à 128 Go. Donc oui, là il me dit de sélectionner un snapshot d'abord, mais soit jusqu'à 128 Go, alors c'est quand même 100 $, mais dans le cas où vous avez perdu toutes vos photos, c'est pas grand chose. Et là, 189 $ dans le cas où on est à 4 Tera maximum. Donc c'est une solution hyper intéressante. Je les ai contactés, ils envoient bien en France via DHL ou UPS. Et du coup, moi, ça me rassure de pouvoir récupérer mes photos en quelques clics. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc dans les reports, vous allez voir. Hop. Donc le nombre de data que vous avez consommé, le nombre de data que vous avez téléchargé, le nombre de transactions, c'est le nombre de fichiers qui sont envoyés et récupérés. Donc ça, c'est de façon mensuelle. Ensuite, les caps et alertes, c'est pas mal du tout aussi. Vous allez pouvoir, en fin de compte, donc moi, on a vu que j'aurais, si je continue à sauvegarder mes 700 Go, j'aurais pas plus de 3,50 € de facturation par mois. Si je fais juste ça, envoyer, enfin laisser stocker, en fin de compte, mes 700 Go par mois. Dans le cas où vous avez peur que Backblaze vous ponctionne trop d'argent ou suite à une mauvaise manipulation et que vous avez une très bonne connexion, vous avez mis plusieurs Tera, vous allez pouvoir limiter le daily stockage cap, c'est-à-dire que vous allez pouvoir limiter le nombre de data que vous allez pouvoir envoyer de façon journalière. Par exemple, moi j'ai limité à 50 centimes. Ce qui équivaut finalement, j'ai pas envie de faire le calcul, mais disons que Backblaze peut pas me prendre plus de 50 centimes par jour. Si jamais ma connexion d'un coup devient super puissante et envoie toutes les données, et ben ça bloquera. Alors on va quand même faire le calcul, mais hop, donc si on fait 0,0, non c'est 0,50 centimes, divisé donc par le prix du giga, 0,005. Donc là, je ne peux pas envoyer plus de 100 gigas par jour. C'est une limitation au niveau du tarif, puisque j'ai ici cliqué sur Edit Caps et je lui ai dit que je ne voulais pas qu'il me facture plus de 50 centimes par jour. Donc ça, je l'ai mis juste pour tester, mais malheureusement, ça ne pourra jamais arriver vu ma bande passante. On peut faire la même chose pour le download et ensuite les transactions de fichiers. Sachant que, vous voyez, ici, vous avez vos 10 premiers gigas qui sont gratuits. Et pareil pour le téléchargement, le premier giga est gratuit. Et on voit que j'ai déjà téléchargé 9 mégas, donc c'était mes tests de tout à l'heure. Donc ça, c'est des journaliers. Ici, le prix. Ensuite, dans Billing, donc ça va être la facturation. On va voir ici, si je vais dans B2 Cloud Storage, combien j'ai déjà payé. Donc justement, ça vous permet d'avoir une visu vraiment réelle du truc. Vous voyez que ici, j'ai déjà été facturé 81 centimes. Donc si on fait une nouvelle fois hop, le calcul, 81 centimes, ça correspond à 162 gigas. Donc le mois dernier, j'ai déposé 162 gigas. Ils ont stocké 162 gigas sur leur serveur. Et on voit que ce qui est estimé au mois prochain, ce sera 1,34 €, puisque j'aurai un peu plus de données, 1,34 $, puisque j'aurai un peu plus de données chez eux. Si effectivement je reste à 700 gigas, et ben, quand j'aurai déposé toutes mes données, à ce moment-là, on sera à 3,50 $ par mois. Donc c'est vraiment très peu pour de la sauvegarde dans le cloud. Voilà pour la sauvegarde des Synology et comment je fais.
Si vous avez des conseils, n'hésitez pas, les commentaires sont là. C'est intéressant de pouvoir discuter de comment chacun sauvegarde son serveur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous encourage à vous abonner si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.